Bonjour à toutes et à tous, il y a des hommes aussi dans la salle. Merci d'être là. Je suis hyper contente d'être avec vous et d'être bien entourée pour cette table ronde sur l'entrepreneuriat féminin. Donc, en effet, je travaille chez Ramène ta Trade. Nous, on aide les femmes à prendre la parole sur LinkedIn parce que les femmes osent moins, ont plus le syndrome de l'imposteur, sont moins visibles et du coup, elles ont moins d'opportunités. Donc, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, les femmes dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on est très bien accompagnées pour en parler. Donc, je vais laisser chacune un petit peu se présenter en quelques mots. Catherine, on commence par toi. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Catherine Redman. Je suis chez SAP depuis 25 ans. Ça peut sembler un peu boring, mais ce n'est pas du tout parce que j'ai plusieurs casquettes. Je monte en ce moment un réseau pour les fondatrices qui sont subventionnées ou fondées par des investisseuses. Et tout ce réseau, ça sera sur l'Europe. Donc, c'est quelque chose que je me suis choisi comme sujet et c'est qu'un exemple. Merci beaucoup. Pauline, tu veux prendre la suite ? Carrément. Du coup, c'est Pauline. On n'est pas affiché derrière, il y a eu un petit souci, mais du coup, on fait partie du collectif Lyon. On est 3 femmes freelance et en fait, on accompagne les femmes freelance qui sont dans leur lancement. L'idée, c'est qu'elles arrivent avec rien, elles suivent un programme de formation avec nous qui dure 8 semaines et elles repartent avec des clients, avec des clientes. Très bien. Leslie, à toi les studios. Bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je vois que vous êtes nombreuses, donc ça fait plaisir. Donc moi, je suis Leslie Garçon. Je suis la cofondatrice d'une société qui s'appelle WEEM, W-E-E-M. On est une agence de talents indépendants de haut niveau. On fédère 3500 talents indépendants, des consultants en stratégie, consultants en management, managers de transition, des experts de tout âge, des garçons, des filles. Et notre métier à nous, c'est de faire le bon matching entre les besoins de nos clients entreprises, des grands groupes, des startups, des fonds d'investissement qu'on accompagne, soit sur des projets stratégiques, soit sur du renfort opérationnel, et de faire ce pont avec les besoins, les envies de nos talents indépendants. Voilà. Merci. Et Juliette ? Bonjour. Donc, moi aussi, je suis hyper contente d'être là aujourd'hui. Il y a une trop bonne énergie ici, c'est très chouette. Donc, moi, je suis la fondatrice d'Elboss.fr. Donc, Elboss, c'est une plateforme dédiée aux femmes freelance au service des entreprises, donc que du B2B. Nous, en fait, on a décidé de valoriser l'entrepreneuriat féminin et tous les parcours atypiques, autodidactes, celles qui ont fait des reconversions, etc. Et vraiment de dire aux entreprises, vous avez un super vivier qui n'est pas suffisamment exploité aujourd'hui et les femmes sont super bien placées pour répondre à vos besoins de flexibilité, etc. Et Elboss, c'est aussi, donc c'est des missions, c'est des services, c'est de l'humain, c'est des rencontres, etc. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler de syndrome de l'imposteur, on va parler de comment oser se marketer, parce que c'est un gros sujet quand on est une femme. On a du mal à se rendre visible, à parler de soi, on a souvent l'impression d'être bantarde quand on le fait. On va parler de négociation aussi, comment fixer ses prix, assumer ses prix quand un client était de négocier. On va parler aussi de charge mentale et comment gérer son énergie quand on gère une boîte, qu'on est maman, qu'on gère plein de projets en même temps et qu'on a des vies très actives. Donc, première question sur le syndrome de l'imposteur. Je sais que dans le salariat, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas postuler à des jobs quand elles n'ont pas 100% des compétences. Et donc, du coup, elles vont s'auto-censurer de postuler parce qu'elles n'ont pas toutes les compétences, alors qu'un homme va postuler même s'il n'a pas toutes les compétences requises. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez souvent, ça ? Alors, complètement. C'est vrai qu'on voit, il y a des gros écarts, mais c'est très féminin. Le côté, il faut que je coche 100% des cases. Nous, on le voit, il y a à chaque fois qu'on envoie en fait à notre communauté des offres de mission, très souvent, les femmes, effectivement, disent « Non, j'ai pas fait exactement ça, donc je suis pas sûre que je sois pertinente. » Et c'est souvent nous qui nous retrouvons à les motiver en leur disant « Mais attends, je connais ton parcours, je te dis, t'es hyper pertinente pour cette mission, donc tu peux y aller. » Et on doit les convaincre nous-mêmes qu'elles ont les compétences pour le faire. Donc, ouais, complètement, il y a encore ce syndrome qui n'est pas que féminin, mais qu'on ressent davantage en majorité chez les femmes. Ouais, complètement. Complètement d'accord avec ce que tu as dit. Et je pense qu'il y a aussi une deuxième chose qu'il faut aussi, dont il faut être consciente aujourd'hui, c'est que pour moi, une femme qui arrive dans le monde du travail, que ce soit en freelance ou en salariat, en fait, on attend d'elle qu'elle fasse 2 fois plus ses preuves aussi, ce qui fait que du coup, on a un espèce de cercle vicieux où on va beaucoup plus t'attendre au tournant et malheureusement, on a besoin d'être beaucoup plus crédible parce que la société aujourd'hui est comme ça et donc on va nous demander de nous imposer plus, de faire plus nos preuves
Et donc, forcément, on va avoir ce côté où on va avoir ce syndrome de l'imposteur, de l'impostrice. Et voilà. Je trouve que c'est aussi un versant à prendre en compte pour pouvoir compter cette difficulté aussi qu'on a. Et c'est pour ça que, notamment, les collectifs du coup, de meufs freelance sont hyper importants pour se booster entre nous, quoi. Juliette, est-ce que tu as un... Moi, je réfléchissais à comment on fait pour contrer ça, du coup. Moi, j'ai un parcours complètement atypique, autodidacte. J'ai arrêté de travailler pendant 12 ans pour élever mes enfants. J'ai un bac+2. Donc, en fait, quand j'ai commencé à faire un peu de médias pour Elboss, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Parce que je n'ai pas fait HEC, j'ai pas fait machin, j'ai 45 ans. Enfin, vraiment, il y avait un décalage aussi dans mon incubateur. Je faisais partie de Willa, où on n'avait que des jeunes. Et puis, moi, j'étais un peu plus âgée, etc. Bon. Et en fait, ce que j'ai fait pour grandir, c'est du coaching déjà. Donc, j'ai eu de la chance de me faire coacher pendant quelques mois au démarrage d'Elboss. Et ça m'a énormément aidé sur ma posture et sur le fait de me dire, oui, je vais diriger une entreprise. Alors, on était 2, maintenant on est 5. Enfin, l'idée, c'est vraiment de continuer à grandir. Donc, ça, le coaching, apprendre tout le temps, c'est-à-dire aller chercher de l'information sans arrêt et se rendre compte qu'en fait, on n'a pas... comment je peux dire ? On n'a aucune crainte à avoir par rapport à sa posture quand on l'assume, finalement. Et ça intéresse les gens que de savoir que des femmes comme moi, ça peut créer une boîte et que finalement, on n'est pas plus nul que les autres et que notre expérience va nous aider à être aussi performante que les autres. Et puis, une dernière chose qui est intéressante, ce sont les incubateurs, les réseaux. Par exemple, le réseau Entreprendre, le mentorat. Ça aide énormément. Mais peut-être que vous voulez en parler aussi, mais être soutenu par d'autres gens qui croient en vous, qui ont confiance, c'est essentiel pour que vous vous positionniez comme il faut, en fait. Hyper intéressant. Juste à main levée dans la salle, est-ce que les femmes, vous pouvez lever la main si vous avez déjà eu le syndrome de l'imposteur ou si vous avez déjà ressenti que vous n'étiez pas la légitime? Ok. On voit qu'on parle de choses concrètes. Et autre question, pour savoir un peu, du coup, quel type de public on a dans la salle, est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes déjà à votre compte et que vous vivez déjà de votre activité? Ok. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore lancées, mais qui sont là un peu en mode explorateur pour voir un peu comment ça se passe? Ok, super. Merci pour votre participation. Ça nous aide aussi à calibrer nos conseils en fonction de vos profils. Donc, on parlait de réseau, justement. Comment bien s'entourer quand on est une femme? Quels sont les réseaux à rejoindre? Comment être actif dans ce réseau pour vraiment en tirer le meilleur profit? Parce que ça aide à trouver des clients, ça aide à prendre confiance en soi, ça aide à affiner son offre. Enfin, il y a plein de bénéfices et souvent, les femmes, elles n'utilisent pas assez ce levier du réseau pour booster leur business. Il y a déjà 2 choses qui, je pense, sont importantes. C'est de rejoindre les réseaux locaux. Parce que en tant que freelance, on est énormément à distance, on le sait. Et de rejoindre des réseaux locaux, ça permet de rencontrer des meufs, des mecs freelance de l'endroit où on est et d'avoir de physique. Et, par exemple, pour moi qui suis assez extravertie, c'est un truc qui est hyper important et je pense que c'est un vrai tips que j'étais contente de recevoir et de mettre en place. Et puis de rejoindre des réseaux aussi virtuels. Enfin, par exemple, chez Lyon, du coup, on a une communauté où c'est des meufs de toute la France et même de Belgique, toutes les personnes francophones qui sont dans la commune, et puis de pouvoir échanger en fait sur les doutes. Voilà. Et puis si je pouvais aussi donner un tip qui est pour moi très important, c'est aussi de savoir écarter les personnes négatives, les personnes qui... moi, par exemple, quand j'ai cofondé Lyon, du coup, j'ai 24 ans, et quand j'ai cofondé Lyon, ça a été... mais non, qu'est-ce que tu fais à 24 ans à cofonder une... Enfin, non, c'est pas possible. Et c'est des personnes qu'il faut savoir ne pas écouter, même si c'est des gens auxquels on tient, savoir faire le tri et s'entourer des personnes qui nous boostent, qui croient en nous, qui nous apportent des choses constructives. Je pense que c'est très, très important aussi. Je suis totalement d'accord. J'ai 23 ans, donc la jeunesse est là. Mais c'est vrai que quand on se lance, dans notre entourage, il y a des gens qui ne croient pas forcément en nous, ou qui vont se dire « Mais non, mais te lance pas dans l'entrepreneuriat, va trouver un job salarié, c'est plus sûr, etc. » Et c'est très important, je pense. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je ne parlais pas de mes projets aux gens qui allaient un peu me tirer vers le bas. Et au contraire, j'en parlais à fond aux personnes qui étaient vraiment des mentors pour moi, qui, avaient marqué le... En fait, j'écoutais les conseils des personnes à qui je voulais ressembler. Et j'écoutais pas les conseils de personnes à qui je voulais pas ressembler parce qu'elles sont pas passées par là et parce qu'en fait, elles sont limitées par leurs propres croyances, par le propre blocage. J'essayais au maximum de me protéger des peurs qu'elles me renvoyaient. Catherine aussi, peut-être,
Toi, je sais que tu es beaucoup sur les réseaux, sur créer des écosystèmes. Quels sont tes conseils, selon toi, pour bien s'entourer quand on est une femme entrepreneur? Moi, c'est plutôt avoir un réseau très mélangé, très mix pour apprendre. Donc, si on mélange bien les gens, après le démarrage, évidemment, c'est super pour pouvoir apprendre. Et on a pour chaque cas, j'ai quelqu'un dans mon réseau que je peux appeler ou que je peux contacter. Donc, mon réseau, il a grandi depuis 2014 sur LinkedIn, mais très organiquement, donc, très lentement. J'ai pas fait acheter des contacts, je sais pas quoi. J'ai pas choisi mes contacts comme ça, mais plutôt par les topics, par les sujets, par les relations des gens ou l'entourage. C'est ce que je voulais atteindre dans le cas de la mise en contact. Et maintenant, je peux vraiment, j'ai toutes les générations dans mon réseau parce que j'enseigne aussi. Donc, j'invite surtout les jeunes femmes dans les écoles. Si vous voulez, joignez-moi sur LinkedIn. Et des fois, il y a 5 ans après, quelqu'un qui vient me voir et qui a besoin d'un conseil ou d'un job ou quelque chose. Donc, je fais les connexions. Et c'est ce que je fais beaucoup. Je donne quelque chose pro bono. Et si j'ai besoin de quelque chose, j'ose aussi demander au retour. Donc, c'est comme un share d'économie plateforme, sans contrat, sans argent. On s'aide. C'est un hyper bon conseil. Et le réseau, c'est aussi un levier pour trouver des clients. Et on ne sait pas forcément comment l'utiliser. Ça peut être assez délicat. On n'a pas envie de tomber dans des relations transactionnelles où les gens ont l'impression qu'on les utilise pour trouver des clients. Par contre, il y a des bonnes méthodes, des bonnes pratiques pour que, en fait, on puisse faire ça de façon très naturelle et que ce ne soit pas du tout gênant pour soi et pour l'autre. Toi, je sais que, par exemple, Leslie, tu as des conseils pour solliciter son entourage et en fait, que l'entourage puisse être nous recommander, en fait, ça. En fait, juste peut-être, ça introduit ça, mais le réseau, c'est pas que le réseau pro, c'est aussi votre réseau personnel. Et souvent, et encore plus quand on est une femme, on n'ose pas activer notre réseau personnel pour avoir des missions, des jobs, etc. Parce qu'on a l'impression de devenir quémander à notre réseau. Et donc, effectivement, moi, une des manières que j'ai fait quand j'ai monté ma boîte, mais aussi quand je suis passée avant ça indépendante, c'est plutôt que de venir avec votre CV et dire « t'as pas d'émission pour moi », mais de leur dire « voilà, je passe indépendante, voilà, j'aimerais bien avoir ton avis sur mon offre, sur la manière de me positionner ». En fait, indirectement, vous êtes en train de vous vendre, mais ça vous permet de le faire, on va dire, de manière plus sioux. Et donc, vous osez davantage vous mettre en avant, expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voulez mettre en avant. Et derrière, ces personnes-là, en fait, de votre réseau perso, peuvent vous aider et trouver des missions pour vous. Et peut-être avant ça, je dirais 2 choses. Le réseau, c'est d'abord, il faut, je pense, avoir une vraie stratégie de réseau. C'est-à-dire, on ne peut pas être partout, tout le temps. Donc, c'est bien de choisir un peu quels sont les réseaux, que ce soit les alumni de vos écoles, que ce soit des réseaux féminins, que ça soit... Mais vous ne pouvez pas être dans 10 réseaux. Parce qu'en fait, pour être bien investi dans un réseau, il faut s'impliquer. Si vous allez juste à un event une fois par an, bon, ça vous fera des contacts, mais c'est pas vraiment ça, cette logique de réseau. Donc, il vaut mieux choisir 1, 2, 3 réseaux dans lesquels vous vous sentez bien, qui font du sens par rapport à vous, votre positionnement. Ça, c'est l'étape 1. 2, il faut travailler votre posture. C'est-à-dire que c'est bien beau d'aller à un event, mais si vous restez dans votre coin et que vous parlez juste à votre copine avec qui vous êtes venu, bah, ça sert à rien. Donc, il faut se faire violence et c'est pas facile, je peux vous le dire, parce que moi, c'est quelque chose... Encore aujourd'hui, je me force, voilà, quand j'arrive dans un event comme ça, d'aller parler aux gens, d'aller dire bonjour. Et en fait, il y a plein de gens qui sont comme vous, qui sont là, qui sont tout seuls, qui connaissent pas grand monde et qui attendent qu'une chose, c'est qu'on vienne les accoster. Donc, il faut oser dire salut, tu fais quoi? Rebondir sur un truc, le café, c'est par où? Et tu commences à parler, trouver des excuses, mais osez. Donnez-vous l'objectif. Quand j'arrive dans un event, quand j'arrive dans un truc, je me fixe l'objectif, je veux parler minimum à 5 personnes que je connais pas. Voilà, c'est mon objectif. Si j'attends ça, je me fais un cadeau. J'en sais rien, mais fixez-vous des objectifs vous-même et travaillez votre posture, c'est-à-dire travaillez votre positionnement. Soyez capable, parce que du coup, quand vous allez parler à des gens dans ces réseaux-là, vous allez avoir 1 minute pour vous présenter. Travaillez la manière dont vous vous présentez. Donc, sachez mettre en avant vos 3 forces, qui vous êtes un peu votre elevator pitch, comme on dit quand on pitch nos boîtes. Mais c'est vrai aussi pour vous, parce que quand vous êtes indépendante, le produit que vous vendez, c'est vous. Donc, sachez vous pitcher en 1 minute chrono pour dire en quoi vous êtes la meilleure. Ou le meilleur. Tu veux rajouter un truc, Juliette, sur ce sujet? Non, c'était plutôt tout à l'heure, juste pour rebondir sur le réseau, en effet, aller chercher de l'information, etc. Moi, ce que je faisais pas mal, c'est que j'allais chercher les gens qui étaient un step au-dessus, en fait.
Et en fait, ces gens-là, d'abord, ils sont toujours en général très sympas parce qu'on est vraiment dans cette idée de partage, de sororité, etc. Bon, évidemment, c'était des femmes, alors c'était aussi plus simple. Mais ça m'est arrivé d'aller chercher le patron de Crème de la Crème qui m'a reçu, avec qui on a échangé, etc. Et en fait, petit à petit, on acquiert une forme de légitimité. Et on se rend compte que les gens sont toujours, en général, assez sympas et ils sont prêts à partager. Et ça a permis aussi d'éviter peut-être certaines erreurs, de me conforter quand on était dans le bon parcours, etc. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller solliciter les gens. Puis après, au pire, ils disent non. Très intéressant. Leslie, je rebondis, tu parlais de l'importance du pitch. Très, très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on va dans des événements networking, le but, c'est que les gens comprennent bien ce qu'on fait pour qu'ensuite, ils puissent nous recommander. Et en fait, quand vous vous présentez, surtout quand on est un peu slasher et qu'on a plusieurs casquettes, on dit « je fais ça, mais je fais aussi ça et je fais aussi ça », en fait, à la fin, la personne, elle n'a rien compris et elle ne peut pas nous recommander ou elle ne peut pas se rappeler de ce qu'on fait parce qu'en fait, on l'a noyé d'informations. Et donc, du coup, c'est hyper important de travailler son pitch et de travailler quelles informations je vais donner à quelle personne. Selon la personne que je rencontre, je ne vais pas me présenter sur toutes mes casquettes. Je vais présenter la casquette qui est pertinente pour la personne que je vais présenter. Et moi, je sais qu'avant, je faisais l'erreur de dire « je fais ça, mais je fais aussi ça et je fais aussi ça ». Et en fait, j'avais l'impression d'être une fille complètement perdue. Et ça, c'est pareil pour les réseaux sociaux. En fait, sur LinkedIn, c'est pareil que dans un événement networking. En fait, quand les gens arrivent sur votre profil, est-ce qu'ils comprennent en 10 secondes ce que vous faites ? Et si vous parlez dans votre jargon et si vous avez trop de trucs sur votre profil et qu'on ne comprend pas ce que vous faites, vous n'allez pas trouver de clients sur votre profil LinkedIn parce qu'en fait, votre offre n'est pas claire. Et du coup, ça, c'est vraiment l'importance du positionnement de façon plus générale. C'est en fait, est-ce que la personne que vous pouvez aider comprend que vous pouvez l'aider ? Et encore plus dans un réseau, ce sera des gens qui ne sont pas du tout experts de votre thématique, qui vont comprendre ce que vous faites. S'ils ne sont pas experts, qu'ils arrivent à comprendre et qu'ils peuvent vous recommander à d'autres gens, là, vous avez fait votre travail. Du coup, ma question, c'est comment on peut bien clarifier son positionnement ? Quels sont vos conseils peut-être pour travailler un peu son pitch ? Alors nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez WIM, en fait, parce que quand les gens rejoignent la communauté WIM, on a tout un process d'entretien, etc. Donc, on intègre les gens chez WIM. Et donc, dans ce moment d'intégration, on prend aussi du temps on évalue les gens d'une certaine manière, mais on prend aussi du temps pour les coacher sur comment se mettre en avant. Et on a des gens qui ont entre 3 ans et plus de 30 ans d'expérience, mais souvent des gens, justement, qui ont beaucoup d'années d'expérience, ont du mal à trouver la manière de pitcher. Donc, moi, je les fais travailler en leur demandant de mettre en avant vraiment les 5 bullet points. Si vous deviez vous résumer vos forces sur 5 bullet points, c'est quoi ? Ça, c'est peut-être mon parcours de consultante, le côté bullet point, mais c'est vraiment se dire, voilà, en 5 tirés, si tu dois faire 5 phrases, c'est quoi ? Sectoriellement, en termes d'expertise, en termes de, voilà, comment tu résumes ça ? Et ça, une manière peut-être de le faire, si vous avez du mal, c'est de demander aux gens avec lesquels vous avez travaillé dans le passé, voilà, si tu devais résumer mes 3 grandes forces, tu dirais que c'est quoi ? Mes 3 grandes compétences. Et ça peut vous aider justement à le clarifier parce que vous verrez que c'est les autres gens qui vous recommandent. Donc, ça vous aidera à le synthétiser, mais ça vous donnera aussi la légitimité pour ensuite le porter parce que c'est pas seulement vous qui le pensez, c'est des gens autour de vous que vous estimez qui estiment que c'est ça vos forces. Ouais, clairement. Pour répondre aussi à ce que tu disais par rapport au fait de pouvoir adapter en face de la personne qu'on a en face de nous. Moi, un petit tips que je fais et qu'on conseille souvent aux filles qui viennent dans la communauté Lyon, c'est de commencer par demander à la personne en face de vous de se présenter. Et comme ça, après, vous adaptez. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai typiquement 2 ou 3 conseils. J'ai 2 ou 3 petits pitchs. Enfin, c'est la même chose, mais globalement, il y a juste le vocabulaire qui change les mots que j'utilise. Et donc, j'arrive toujours, je vois la personne, ah, bonjour, qu'est-ce que tu fais, etc. Et je catégorise très vite quel type de personne, on va dire, c'est en fonction de l'âge, en fonction du genre, en fonction de plein de choses. Et là, je fais celui qui est adapté. Parce que moi, j'ai tendance je pense que ça te va un peu à parler très vite. Et un petit peu, ça m'arrive de stresser parce que aller voir des gens qu'on ne connaît pas comme ça, c'est un peu flippant. Et donc, j'ai ces 3 pitchs-là que je connais bien par cœur et que j'adapte du coup pile à la situation. Et du coup, voilà, petit tip, commencez par demander à l'autre de se présenter, ça aide beaucoup. Ouais, dans les entretiens aussi, carrément. Et je voudrais rajouter, il faut aussi avoir un but. Donc, pour chaque présentation de soi-même, quel est votre but et pour ça, il faut avoir une stratégie pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans pour vous personnellement. Et si vous savez exactement les pas que vous allez atteindre ou les grands buts que vous voulez atteindre, vous pouvez, dans chaque conversation, jouer sur ce plan.
très rapidement, je voudrais ajouter 2 choses. Il y a un outil qui s'appelle le Why, qui est intéressant, que certaines connaissent peut-être déjà, How, What et Why. Ouais, attends. Why, How, What, voilà. Donc ça, faites-le parce que c'est vraiment l'origine, en fait, de votre offre et ce que vous voulez proposer. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est d'y mettre vraiment du soi, de l'authenticité. C'est pas, moi, je vais vendre, je vais dire n'importe quoi, des pommes. On s'en fout, en fait. C'est vous qui allez les vendre. Donc, en fait, c'est qu'est-ce qui est différenciant, pourquoi vous, quelle émotion vous mettez, enfin, faire du storytelling, en fait, alors, sans raconter sa vie, mais essayer de trouver le truc qui est un peu différenciant. Très bon conseil. Moi, j'ajoute un conseil que je donne à mes clientes en personal branding. C'est en fait, par exemple, parfois, voilà, admettons, vous êtes coach. Il y a 15 000 coachs. Quand vous vous présentez, vous n'allez pas dire « je suis coach » parce que vous êtes coach de qui, vous êtes coach de quoi, vous faites quoi, vous apportez quelle transformation. Donc, je leur dis, en fait, demande à tes clients quelle transformation je t'ai amené. Et ensuite, quand tu te présentes, réutilise tes termes parce que c'est les termes qui parlent à votre cible. Donc, par exemple, une de mes clientes, elle disait « je suis coach, je t'aide à libérer ton potentiel ». Je dis « ok, toutes les coachs, en fait, se décrivent comme ça. Tu peux pas réutiliser ces mots-là parce que sinon, tu vas te fondre dans la masse. » Et en fait, elle me dit, donc je lui ai dit, c'est quoi, enfin, après ton accompagnement, les clients, ils disent quoi? Et elle me dit, en fait, les gens, ils osent être enfin eux-mêmes. Je fais, voilà, en fait, c'est ça ta promesse. En fait, je suis coach et je t'aide à être enfin toi-même. Et en fait, déjà, vous allez être tellement plus percutant que si vous êtes juste coach professionnel certifié. Il y en a 12 000 sur LinkedIn, donc soyez unique. Trop bien, on a parlé du coup de storytelling. J'enchaîne du coup sur l'importance de se mettre en avant et du personal branding. Parce qu'en fait, pour moi, networking va avec personal branding. On crée un réseau dans des événements physiques et ensuite on entretient ce réseau sur LinkedIn. Et comment on l'entretient? En créant du contenu, en se mettant en avant, en partageant des actualités, etc. Et ça, c'est un gros sujet pour les femmes parce que en fait, c'est difficile de se mettre en avant. Ça demande en fait, de parler de soi, ça demande de parler de réalisation. Du coup, on a le syndrome de l'imposteur, on ne sait pas trop de quoi parler, on a l'impression qu'on n'est pas légitime, etc. Et du coup, il y a une peur qui est plus présente chez les hommes que chez les femmes. Nous, chez Ramène ta fraise, on n'accompagne que des femmes à prendre la parole. Et en fait, on se rend compte à quel point c'est difficile, à quel point c'est douloureux en fait, de prendre la parole. Donc, vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez rencontré, de difficulté à vous mettre en avant? Et quels sont vos conseils justement pour créer sa marque personnelle, pour parler de soi et se vendre, tout simplement? Je pense que la première étape, c'est justement de prendre conscience de ça. Prendre conscience du fait que, en tant que meuf, on nous a aussi toujours appris à être plus discrète, plus petite, plus, entre guillemets, dans le coin et à laisser la place aux hommes. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de prendre conscience de ce truc, de se dire, ok, effectivement, je vais dire de ma manière, ce que je vais faire directement, bien, ça va être d'être plus discrète et de moins, du coup, me sentir légitime. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième, c'est, je pense, de prendre vraiment conscience de ses compétences, de prendre vraiment conscience de la valeur qu'on a et d'aller se présenter pour... c'est un truc qui m'a débloqué et qu'on a dit aussi beaucoup dans nos accompagnements Liane, c'est en fait, on va proposer aux gens quelque chose qui leur est utile. Je vais pas juste vendre mon truc. Je vais proposer aux gens de les aider pour répondre à un besoin qu'ils ont. Et par là, je suis légitime, je suis complètement légitime. Et j'ai envie d'aller les aider, j'ai envie d'aller les accompagner. Et par ça, c'est beaucoup plus facile d'aller se présenter et d'aller vendre, entre guillemets, ton truc. Moi, je dirais que c'est un sujet que j'ai pas complètement résolu parce que j'ai encore complètement le syndrome de l'imposteur sur le fait de communiquer sur LinkedIn. À chaque fois que pourtant j'ai monté ma boîte, ça fait 6 ans, je suis très fière de ce que je fais, etc. Mais quand il s'agit de communiquer sur LinkedIn, j'ai toujours l'impression, mais qui ça va intéresser? Mais pourquoi moi? Donc, je peux vous dire que le syndrome de l'imposteur, je trouve il part pas toujours. Et c'est vrai que je pense, c'est un bon conseil de se dire qu'est-ce que j'amène. Et là aussi, je dirais, peut-être un conseil, c'est de se dire, demander à son entourage, en fait, quels sont les sujets sur lesquels tu penses que je pourrais apporter de la valeur, qu'est-ce qui t'intéresserait? Ça peut nous donner des angles aussi, nous, chacune, sur lesquels communiquer sur LinkedIn. Enfin, je ne l'ai pas mis en pratique, mais en vous écoutant, je me dis que ça peut être une bonne manière. Non, moi aussi, c'est encore un sujet, en fait, vous voyez. Mais en fait, d'abord, moi, j'ai 2 cibles. Donc, j'ai les entreprises et puis de l'autre côté, j'ai nos freelances. Il y a, je me mets sur Instagram et puis je raconte un peu ma vie, mais moi, j'ai pas envie de raconter trop de détails non plus. Donc, et je sais qu'il y a plein de comptes comme celui de Respire, de Justine Hutto et tout. On mélange la vie pro, la vie perso et tout. Et c'est compliqué. Je trouve que c'est pas facile de trouver le bon ton et parfois on a juste envie parce que ça nous agace de voir que tout est parfait. Mais non, tout n'est pas parfait. En fait, on a aussi de la réalité et tout ça. Et sur LinkedIn, là, je viens justement de faire un super atelier
où on m'a expliqué que de parler de ma promotion, de mon nouvel abonnement, tout le monde s'en fout. Mais par contre, il faut raconter son parcours, ses valeurs, pourquoi finalement tu as créé ta société, qu'est-ce qui te parle. Et puis en fait, les gens rebondissent là-dessus, beaucoup plus que si tu vas vendre un produit qui va pas forcément résonner chez les gens comme ça en première intention. Voilà, mais il faut encore, on apprend encore. C'est très intéressant ce que tu dis et j'en profite, si ça vous intéresse, du coup je donne des petits conseils LinkedIn parce que c'est mon sujet et du coup j'ai l'impression que c'est un sujet pour beaucoup de gens. Juste à main levée, est-ce que ça intéresse que je donne des conseils LinkedIn? Ok, bon, je vais le faire. Mais sur le storytelling, ce qui est intéressant ce que tu as dit, c'est que les gens n'achètent pas des produits, ils achètent ton histoire. Ça, on en parle souvent, mais c'est important de raconter son histoire. Toi, par exemple, Juliette, tu as une histoire hyper intéressante parce que t'as pas un parcours classique. Et en fait, si tu racontes ça sur LinkedIn, c'est ton moteur, en fait. Tu te dis, en fait, moi, j'ai pas fait d'études longues, j'ai pas un parcours classique. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est d'aider des gens comme moi, j'étais avant de me lancer, à en fait, se sentir légitime malgré leur parcours. Et là, en fait, tu vas toucher le cœur des gens et ils vont s'intéresser à ce que tu fais via ton histoire. Donc voilà. Ensuite, sur le sujet du syndrome de l'imposteur, pourquoi on n'ose pas publier? C'est que souvent, on a le syndrome de l'expert. Ça veut dire que nous, on est tellement dans notre expertise, on a tellement l'impression que tout le monde sait ce qu'on sait et que c'est juste évident qu'on oublie qu'il y a des gens comme nous d'il y a 10 ans qui ne savent pas en fait ce qu'on sait aujourd'hui. Et donc, le conseil pour oser publier, c'est de se confronter régulièrement à ses clients et de se mettre dans leur tête et donc du coup de leur transmettre les messages, en fait de faire un post LinkedIn comme si on parlait à un client, en fait comme un appel de consulting. En fait, vous allez apporter de la valeur à votre cible et en fait tout ce que vous pourrez donner en présentiel, vous le donnez sur LinkedIn. En fait, les codes sont pas tellement différents et ça va vraiment aider. Et ensuite, pour ce qui est de oser se mettre en avant, oser parler de soi, moi c'était très difficile pour moi, par exemple, de mettre des photos de moi sur LinkedIn. J'avais l'impression que si je mettais une photo de moi, j'étais une personne ultra égocentrique, ultra narcissique. Et donc, du coup, je jugeais beaucoup les femmes qui le faisaient parce que je me disais, oh là là, dis donc, elle se la pète celle-là. Et donc, du coup, pourquoi je la jugeais? Parce que moi, je n'osais pas le faire. Et ce qui m'a aidée, c'est de me dire qu'en fait, un peu, c'est le jeu. En fait, sur LinkedIn, aujourd'hui, on sait que les posts qui ont des photos, ça marche beaucoup mieux. Et moi-même, en fait, j'aime beaucoup plus voir des contenus avec des photos parce que je trouve ça plus vivant, parce qu'il y a une énergie. Et en fait, j'ai commencé à accepter que les autres le fassent. Et en fait, vous savez, c'est l'effet miroir. En fait, si on accepte que les autres le font, on va s'autoriser soi-même plus à le faire. Donc voilà, mon petit conseil un peu dev perso sur oser prendre la lumière. J'ai envie qu'on parle aussi de tarifs. Parce que ça aussi, c'est un gros sujet quand on est une femme, au-delà du fait de se mettre en avant, c'est comment en fait se vendre, assumer son prix, défendre son prix, même quand la personne va essayer de négocier en face de nous. Moi, j'ai une histoire de... je voulais faire une campagne LinkedIn avec une marque et en fait, moi, j'annonce mon prix toute fièrement là. Et le mec, il me dit, non, on n'a pas le budget, ça fera ça. Et moi, j'ose pas négocier et je fais, ok. Et en fait, j'étais tellement frustrée parce que je me suis dit, mais en fait, Julia, ça ne les vaut pas. Enfin, j'ai l'impression de me brader. Et en fait, j'avais l'impression juste de pas... En plus, de même pas avoir résisté un tout petit peu, quoi. J'ai vraiment dit OK direct. Et en fait, je me suis sentie nulle après. Je me dis, mais attends, un mec, pour la même chose, il aurait 100 fois... 6 fois, il te serait vendu 3 fois plus cher. Et toi, tu es là, tu rabaisses ton prix tout de suite. Du coup, quels sont vos conseils pour vraiment fixer ses prix, défendre son prix et ne pas négocier? Peut-être aussi Catherine, si tu as des sujets sur ça. Catherine, peut-être? C'est ce que je ferais, c'est de vraiment me faire la rangée dans laquelle je veux au minimum, au maximum atteindre. Donc, quel est le prix au-dessous de lequel je ne ferai pas le boulot? Ok, très très bonne question. Parce que comme ça, on a une limite dans la tête et s'il y a quelqu'un qui négocie comme ça ou négocie même pas et il impostule le prix, je dirais non, ce sera mon prix, c'est celui-là, mais on peut réfléchir si je fais ça et ça en extra. Comme ça, on donne quelque chose de plus, mais on reste avec son prix et on reste sérieux avec le prix. Ok, très bonne question. Pauline, je sens que tu as plein de choses à dire. Plein de choses à dire sur le sujet. Alors, juste une petite question pour vous. Est-ce que vous savez le TJM, donc taux journalier moyen, d'une femme et d'un homme freelance aujourd'hui en France? Est-ce que vous connaissez un peu la différence en pourcentage entre un homme et une femme? Est-ce que vous avez des idées de pourcentage? Aïe, aïe, aïe. 25? Enfin, aujourd'hui, en France, une femme freelance se vend 48% moins cher qu'un homme freelance. C'est catastrophique. il faut absolument que ça change. Il faut qu'on arrive à imposer nos prix.
il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut jouer quand on essaye de négocier nos prix. Le premier, moi, je vous conseille vraiment fermement, c'est une fois que vous avez décidé la valeur de votre temps, la valeur des choses que vous vendez, vous la gardez. Si, par exemple, ce que vous proposez, c'est trop cher pour la personne, vous pouvez proposer d'enlever des services. OK? Quels services sont les plus importants pour toi? Qu'est-ce qui est vraiment hyper important? Qu'est-ce qui apporte la valeur de ce que je propose? OK, ça. Est-ce que ça te va si on enlève ça? Et alors, ça fait tel tarif. Si c'est pas possible, vous pouvez dire OK, pas de souci, on va diminuer le prix, mais du coup, au lieu de te le faire en 3 jours, je te le fais en 3 mois. Ou alors, ça peut être OK, on peut diminuer le prix, mais dans ce cas, on ne prend pas un engagement sur un mois, on prend un engagement sur un an. C'est-à-dire que vous ne devez pas diminuer votre prix juste pour diminuer votre prix. C'est quelque chose qui n'est pas tolérable, qui n'est pas OK. Votre valeur, vous l'avez fixée, c'est ce que vous représentez, c'est vous. Une fois qu'elle est fixée, alors si vous souhaitez la bouger parce que vous gagnez en compétences ou quoi, avec plaisir, mais on ne va pas diminuer sa valeur juste pour diminuer sa valeur quand on nous dit « OK, c'est trop cher pour moi ». Il faut adapter ce qu'on fait. OK, très bon conseil. Est-ce que vous avez des conseils aussi pour fixer son prix? Parce qu'en fait, au départ, quand quelqu'un me dit « OK, envoie-moi un devis », c'est hyper difficile, je trouve, de savoir quel prix est raisonnable en fonction de mon niveau d'expérience, en fonction de mon secteur. Comment on fait pour savoir à quel prix se vendre? Leslie? Alors ça, je dirais que justement, les plateformes, agences comme les nôtres, comme on a une très bonne vision du marché parce qu'on passe notre temps à vendre des missions, c'est en échangeant avec ces plateformes-là qui, par rapport à vos métiers, que ça peut vous aider un peu à vous positionner. Parce que des plateformes comme les nôtres, typiquement, notre objectif, c'est d'être cohérent avec le marché, c'est-à-dire de ne pas vous brader, parce que souvent, c'est des modèles où on prend une commission, donc plus vous gagnez, plus on gagne. Donc, on n'a pas intérêt à vous vendre trop bas, mais à l'inverse, on n'a pas intérêt à vous vendre trop haut, parce que sinon, on n'arrivera pas à vous placer chez les clients. Donc, quelque part, on essaye de porter une certaine cohérence de marché. Nous, mais comme tous les acteurs qui font le même métier que nous, de faire du matching entre l'offre et la demande de l'autre côté. Donc, n'hésitez pas nous, on aide parfois justement les gens qui rejoignent la communauté RIM à se positionner en comparant un peu avec des pairs. Donc, n'hésitez pas à faire ça ou à en parler autour de vous à d'autres gens qui ont le même genre de profil. Ça peut vous donner des ordres de grandeur, sachant qu'on est sur un marché qui est quand même cyclique. Par exemple, on sait qu'en 2022, il y a eu un pic. Il y avait tellement de demandes que les taux jours de nos consultants ont explosé et les gens pouvaient se vendre plus cher que la moyenne et ça passait parce qu'il y avait un manque de ressources sur beaucoup de métiers. Cette année, on voit que les budgets sont beaucoup plus resserrés. Moi, je passe mes journées à faire de la négo pour essayer de défendre les taux des consultants, mais en même temps que ça passe. Donc voilà, il y a aussi une histoire de tendance de marché. Malheureusement, vous êtes quand même obligé de la prendre en compte quand vous êtes indépendant parce que vous vendez un produit et il y a une tendance de marché. Non, moi, je rejoins ce que tu dis. Donc, du coup, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que on est en train de sortir une espèce de grille avec des fiches en fait par métier qui donnent une fourchette. Donc, n'hésitez pas à les regarder dans quelques temps et ça vous donne aussi une idée. Et moi, le conseil que j'ai à partager là-dessus, c'est vraiment s'entourer de gens qui font à peu près la même chose que nous. Et en fait, sonder un peu comment ça se passe, combien les gens se vendent. En fait, le problème parfois, c'est le manque d'informations. Et comme on ne sait pas combien les autres se vendent, nous, on fait dans notre coin et en fait, on se trompe. Et pense que les gens se vendent à peu près, on se trompe. Moi, par exemple, je suis dans le milieu des conférences. Franchement, au début, pour moi, quand les gens me disaient envoie-moi un devis, c'était très difficile de savoir combien tu vends une conférence. Pour la même conférence, il y a des gens qui te vendent 100 €, il y a des gens qui te vendent 100 000 €. Et en fait, moi, avec mon gros syndrome de l'imposteur, je fixais mes prix hyper bas. Et après, je commence à parler à des mecs. Et les mecs, ils se disent, bah ouais, moi, je vends 3 000 € la conférence. Je dis quoi? Et en fait, moi, je me dis, mais attends, mais moi, je vendais 300 € ça. Et c'est hyper important, vraiment, si vous avez la possibilité de demander aux gens combien tu as facturé cette mission, combien tu conseilles de facturer cette mission, etc. Parce que sinon, vous allez vous dévaloriser, parce que vous n'avez pas conscience, en fait, de la valeur de votre travail, parce que c'est votre expertise et parce que ça vous semble normal. Moi, en fait, ces conférences-là, je pourrais les faire gratuitement, tellement j'aime ça. Donc, en fait, moi, si tu me demandes, je pourrais travailler gratuitement. Mais en fait, il faut que je me dise, non, en fait, ça a de la valeur. Et en fait, il faut vraiment que je demande conseil aux autres pour pas tomber dans les pièges un peu. Et surtout, les gens n'ont pas intérêt à ce que vous ayez trop d'informations, parce que eux, ça les arrange de vous payer le moins cher possible. Donc, vraiment, allez déjouer, essayer de comprendre quel prix se pratique sur votre marché. On arrive un peu sur le dernier sujet. Après, on va prendre un temps de questions-réponses parce que c'est chouette, je trouve, d'échanger. Vous êtes nombreuses et nombreux. Mais dernier sujet dont j'avais vraiment envie de parler, c'est les sujets de gestion du temps et de charge mentale quand on est une femme indépendante. Parce que souvent, on crée sa boîte, on a peut-être des enfants à côté. Enfin, en fait, on a plein de stress liés au fait d'être indépendant.
Et donc, du coup, comment vous gérez un peu votre énergie dans votre quotidien? Parce que ça peut être hyper stressant de gérer à la fois toutes ces missions, d'avoir tout le temps plein de clients en même temps, plein de projets en même temps. Je pense qu'on est toutes un peu lâcheuses. On aime toutes s'investir dans plein de choses, avoir plusieurs projets, mais c'est aussi épuisant. Donc, comment, en fait, pour gérer votre énergie? Toi, Catherine, je sais que c'est un gros sujet pour toi, donc j'ai envie de te poser la question en premier. Oui, alors, ce que je fais, c'est bien choisir les projets dans lesquels je me lance. Des fois, il y a des choses qui viennent en top. Alors, il faut aussi savoir qu'est-ce que je laisse de côté ou qu'est-ce que je prolonge dans le temps. Donc, j'essaie de trouver des projets qui me donnent aussi de l'énergie. Comme moi, toi, c'est la modération. Moi, c'est l'enseignement. J'adore enseigner. Et je sais, même si c'est un samedi, même si c'est, 3 jours de suite, après, je suis épuisée, oui, mais je suis aussi rechargée parce que ça me donne quelque chose, parce que j'apprends aussi des étudiants et j'adore ce milieu. C'est pour ça que j'essaie de me lancer dans les trucs qui sont rafraîchissants pour moi, personnellement. Et ce que je fais depuis des années, c'est une formation pour le WeFlow, ça s'appelle. C'est un Français qui a fondé cette entreprise et on est maintenant mondialement des stewards, des facilitateurs qui essayent d'enseigner les gens de trouver leur force intérieure. Donc, si vous faites par exemple un marathon et à la fin, on vous demande de faire un sprint parce qu'il y a quelque chose qui vient dessus, vous pouvez accélérer encore, libérer encore une force intérieure qui est supplémentaire à votre charge énergétique normale. Et si vous arrivez à trouver ça, aussi trouver les bloqueurs qui vous gênent, qui vous frustrent, qui sont négatifs, vous éliminez. Et comme ça, vous restez vraiment dans le bon flow, dans le positif, et vous gérez exactement votre énergie dans les projets dont vous savez que c'est les 3 projets stratégiques en ce moment. Donc, c'est un mix entre pas prendre trop à la fois, choisir les bons projets qui sont positifs pour vous personnellement et à la fin, aussi prendre une pause, évidemment, après le sprint. Il faut aussi se réjouir de 3 jours de Lisbonne ou de quelque chose. Je viens de le faire. Je suis juste partie à Lisbonne et tout à coup, j'étais au Web Summit. Mais ça, c'était pas prévu. C'était un hasard de mon réseau, une invitation. Et comme ça, je suis revenue de plein de force et de nouvelles impressions parce que j'ai changé de terrain. J'ai trouvé d'autres gens que je ne connaissais pas, etc. Ouais, en fait, c'est comprendre ce qui te donne de l'énergie et te recharger en énergie. Ouais, c'est hyper bon conseil. Ouais, moi, je voulais bien prendre la parole parce que ça a été un vrai sujet, ma gestion du temps, même mon rapport au temps, en fait, quand j'ai commencé avec Elbot. En fait, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on lance une entreprise et pour autant, finalement, on est maître de son temps. Et c'est quand même l'objectif aussi de travailler en indépendant, c'est d'aller rechercher un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Moi, j'ai 5 enfants, alors famille recomposée. Hein. Je ne suis pas la mère de 5 enfants, j'en ai 2 plus 3. Mais malgré tout, une semaine sur 2, on était 7 autour de la table. Donc, il fallait quand même gérer aussi le truc. Et en fait, à chaque fois que je faisais autre chose que de travailler, j'avais mal au ventre, tout le temps, au début. Culpabilité. Ah ouais, culpabilité, de me dire, ah non, mais là, en fait, je vais aller chez le coiffeur un vendredi et pas un samedi matin. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je m'autorise ça, en fait? Pour autant, on se rend compte que on peut retravailler le week-end et on peut et régulièrement pendant les vacances. Et en fait, c'est accepter que c'est différent. On n'est plus dans un mode de salarié. Et donc, finalement, c'est à nous d'équilibrer notre temps de travail avec nos contraintes. C'est pour ça qu'on est aussi indépendant. Et puis, là, par exemple, on a fait témoigner des femmes qui ont eu des maladies, etc., avec Octobre Rose. Et on a fait un podcast là-dessus avec justement ces femmes qui disent aussi « Prenez soin de vous ». Parce que c'est aussi quand on en fait trop et qu'on va trop, trop loin qu'on peut aussi tomber malade. Donc, c'est aussi important d'avoir cette conscience de non, mais là, en fait, il faut que j'aille dormir. Parce qu'elle est trop loin, finalement, on se rend malade. Donc, c'est essentiel d'arriver à prendre du recul aussi sur sa gestion du temps. Ok. Moi, j'ai 3 tips un peu concrets à vous donner, si vous voulez. Le premier, c'est la matrice d'Eisenhower. Est-ce que parmi vous, il y en a qui la connaissent à main levée? Ok. J'explique rapidement. Vous faites la liste de tout ce que vous avez à faire. Vous les mettez dans 4 cases.
En gros, ça fait urgent, pas urgent, important, pas important. Moi, je la personnalise un peu parce que normalement, il y a un truc où il faut déléguer, etc. Moi, je ne délègue pas sur ce genre de tâches. Mais grosso modo, ce qui est urgent et important, on va le placer en premier. Après, ça va être ce qui est urgent et pas important. Enfin, en gros, ça nous permet d'ordonner tout ça. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je transfère sur mon magnifique Google Agenda où je me dis, OK, telle tâche, elle est urgente, elle est importante et j'estime qu'elle va me prendre 3 heures. Je prends mon Google Agenda, je bloque 3 heures. Je prends telle autre tâche, OK, celle-ci, je dois absolument la placer et elle va me prendre 1 heure. Hop, je la prends, je la bloque. Ça, c'est la première chose. Google Agenda, c'est la vie, hein, il faut le savoir quand même. La deuxième chose, c'est de vous connaître. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que je suis hyper productive, c'est très bizarre, entre 6h et 9h du matin. Donc, tous les jours, entre 6h et 9h du matin, je mets mes tâches qui sont difficiles, où j'ai besoin d'être créative, où j'ai besoin de me concentrer, où j'ai besoin de stratégie. Je sais qu'entre 13h et 16h, je suis une loque, c'est même pas la peine d'essayer de me parler. Donc, soit je mets de la compta, soit je mets rien et je vais me balader, ou je fais des câlins à mon chat, ça dépend des fois s'il fait beau ou pas. Mais dans le sens où essayez d'avoir une routine de temps où vous avez vos tâches qui demandent énormément de votre personne à un moment où vous êtes productive ou productif, où vous avez rien ou des tâches vraiment simples au moment où vous n'êtes pas hyper à fond. Et voilà. Et puis le troisième tips qui est super important pour moi, qui m'aide beaucoup, c'est ces moments où vous êtes en train de bosser et vous commencez à descendre un peu et vous voyez que ça marche plus trop. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde l'heure qu'il est et je me mets 1 quart d'heure. 1 quart d'heure pour essayer de me mettre à fond dans la tâche. Je me force, je fais ce quart d'heure. Au bout du quart d'heure, soit en fait, je m'en suis pas rendu compte, j'étais tellement à fond qu'en fait, on est déjà 1h30 plus tard et j'ai bien bossé. Soit au bout du quart d'heure, ça ne le fait toujours pas, je me lève, je sors. Et vraiment, ça aide parce qu'on a cette chance de pouvoir gérer notre temps. Je vous conseille vraiment, si pendant 1 quart d'heure, vous n'êtes pas du tout dedans, vous n'y arrivez pas, vous vous levez, vous quittez la pièce, vous allez faire autre chose. Et vraiment, c'est hyper utile. Non, je complète parce que le sujet de la charge mentale, moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup. C'est ce qui m'a incité à devenir indépendante. En fait, je travaillais dans des grands cabinets où je bossais comme une folle et quand j'ai eu mes enfants, en fait, ça tenait plus. Donc c'est ce qui m'a incité à devenir consultante indépendante. Mais encore, quand vous êtes quand vous êtes indépendante, en fait, chaque jour travailler, c'est un jour où vous gagnez votre vie. Donc, en fait, c'est un peu une course contre la montre où vous dites non, mais il vaut mieux que j'encaisse, je sais pas de quoi demain est fait. Donc là, tant que j'ai des clients, tant que j'ai des opportunités, il faut que je fasse un max de gens. Et c'est un peu le risque. Et puis, on est encore plus exigeant avec nous-mêmes qu'avec d'autres personnes. Donc, en fait, d'être sa propre boss, parfois, vous vous imposez des choses, vous fouettez vous-même. Donc, un peu de bienveillance avec vous-même pour accepter pour éviter le burn-out. Vous laissez effectivement des soupapes. Moi, je sais que quand j'étais indépendante, je me laissais entre 2 missions, 2-3 semaines entre chaque mission pour remettre un peu à plat toute ma charge perso de gérer les trucs des enfants, gérer la maison, je me laissais comme ça 1 ou 2 semaines et en fait, chacune en fonction, mais se laisser un peu ces moments de soupape, faire retomber la pression, avoir un nouveau gros projet, une nouvelle mission. Les clients, ils sont prêts à vous attendre en général 1 semaine ou 2. La plupart du temps, c'est le cas. Donc, autorisez-vous. Un peu comme quand un nouveau job, vous vous dites non, mais j'attends, je vais passer les vacances et ensuite je prends le nouveau job. De la même manière, entre 2 missions, autorisez-vous ça. Et puis après, c'est la gestion du rythme hebdo. Moi, je sais que depuis cette année, j'ai décidé, je me suis auto-passée au 4/5e. Et ça a été, j'ai mis 5 ans. J'ai mis plus de 5 ans à me l'autoriser parce que j'avais cette culpabilité de non, mais je vais pas aller chez le coiffeur un vendredi, etc. Et maintenant, j'ai déclaré que le vendredi, je ne travaillais pas. C'est pas le jour pour mes enfants, c'est le jour pour moi où je fais que des kiffs. Et en fait, ça me recharge. Je vais faire un cours de sport. Si je veux rester même dans mon lit, regarder la télé, j'ai droit. Et voilà. Et en fait, je pense que c'est des choses comme ça où en fait, on s'auto-interdit de faire. Et finalement, une fois qu'on l'instaure, en fait, ça marche, on y arrive. Donc, c'est beaucoup dans la tête, en fait, les blocages. Donc, ayez-en conscience. Et je pense que c'est le début du déblocage. Voilà. Moi, un truc que j'ai envie de partager là-dessus, c'est... moi, je suis très slasheuse, donc j'ai plein de projets en même temps et j'adore faire ça. Et en fait, je me mettais une pression de fou parce que j'avais envie de lancer trop de projets en même temps. Et en fait, c'était très difficile pour moi parce que du coup, je me retrouvais à devoir jongler entre plein de trucs et en fait, à me mettre toute seule dans des situations de burn-out. Alors qu'en fait, il n'y a personne qui m'imposait de faire autant de trucs en même temps. C'est juste moi-même qui me mettais une pression énorme. Et en fait, ce qui m'a aidé à me libérer de ça, c'est de me dire « Ok, Julia, tu peux tout faire, mais juste pas toi en même temps. » Et donc, en fait, choisis
quelle est ta priorité de cette année, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi et qu'est-ce que tu peux lancer plus tard. Et en fait, tu lances un truc, tu le développes et ensuite, quand ça roule ou quand tu as pris des habitudes, tu ajoutes un truc. Mais juste, si tu essayes de te surcharger, ça va être hyper difficile. Et moi, je me suis mis dans une situation proche du burn-out il y a quelques mois. Donc, franchement, j'ai appris la leçon et j'ai appris la leçon, mais parfois, je refais l'erreur. Voilà, au cas où, si j'avais pas compris. Donc, parfois, je me remets dans des petits stress. Et un autre truc qui m'aide, c'est d'apprendre à dire non. Donc, je travaille encore dessus. Mais de faire une liste, à quoi je dis oui et à quoi je dis non. Et donc, par exemple, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait... Voilà. Donc, par exemple, si demain, on me dit, est-ce que tu veux faire une conférence gratuitement, je vais dire oui parce que ça me fait hyper plaisir. Mais par contre, il y a d'autres sujets. Je fais, est-ce que tu es dispo pour des missions en freelance en plus? Aujourd'hui, non, parce que mon agenda, il est plein. Et en fait, si je dis oui là, je me crame. C'est simple. Donc, ça m'a aidé de faire cette liste parce que du coup, c'était factuel dans ma tête. Et j'ai regardé des templates de messages, comment apprendre à dire non. Parce que vraiment, c'était hyper difficile pour moi. Et du coup, même des gens qui m'invitent sur leur podcast, etc., où j'ai des trucs que j'ai trop envie d'accepter, mais juste, je sais que c'est pas le moment pour moi. Du coup, là, je vais trouver la formule la plus cordiale, la plus gentille possible pour dire non gentiment, et je vous promets que ça passe. Donc, voilà un peu. Si, un dernier truc sur la gestion du temps, un petit tips aussi, parce que j'ai fait un atelier là-dessus avec la chambre de commerce. Arrêtez d'aller regarder vos mails 50 fois par jour. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte le temps qu'on perd à aller regarder. À chaque fois, on se déconnecte de ce qu'on fait, on met 10 minutes à se reconnecter. Et en fait, c'est complètement addictif. Donc, essayez de... Voilà, et enlevez toutes les notifs de votre téléphone. Moi, ça m'a sauvé la vie. Un dernier tip qui me vient aussi, c'est quelque chose justement qu'on a partagé hyper récemment sur Lyon avec la communauté, c'est de faire une tâche à la fois et pas 36. Et de bloquer un moment pour faire cette tâche-là et de pas aller s'éparpiller à ok, je fais celle-là, ah mais tiens, j'ai une fenêtre qui vient de s'ouvrir, tiens, j'ai reçu ça, hop, je pars là-dessus, ah, je vais revenir. Je faisais quoi déjà? Ah oui, je faisais ça. Et au final, à la fin de la demi-journée ou de la journée de boulot, on a l'impression de rien avoir fait. Alors que si on se met une tâche, on l'a fait, on va à fond là-dessus, et là, du coup, ça permet, ok, j'ai fini ma journée, je regarde, ok, aujourd'hui, c'est bon, j'ai coché cette petite case-là, on la fluote sur le bullet journal ou quoi, et c'est cool. C'est vraiment plus valorisant aussi, même pour le mental. Ouais, c'est l'importance du monotasking en fait. Une tâche à la fois et la plupart des gens, on n'est pas fait pour faire plein de trucs à la fois et c'est complètement contre-productif et pourtant, on continue à le faire. Trop cool. Merci beaucoup à toutes d'avoir partagé. On a 10 minutes. Du coup, je me dis que ça peut être chouette de prendre des questions dans la salle si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, moi j'ai d'autres questions prévues. Ok. Alors, question par contre, comment je fais pour passer les micros? Est-ce que tu parles à voix haute? Est-ce que je... Tu parles pas? Vas-y. Alors... Ouais. C'est sûr. Hop là. Bonjour. Donc, du coup, pour caler, freelance déjà établi, pour répondre à la question tout à l'heure, moi, je suis freelance consultante en stratégie. Ma question, elle est, quelqu'un disait tout à l'heure, le marché s'est un petit peu ralenti ces derniers temps. En fait, dans l'écosystème autour de moi des freelances, en tout cas consultants, ce que je vois beaucoup, c'est que les hommes ont réussi à dépasser ce ralentissement de marché, à s'affranchir typiquement des plateformes sur lesquelles on s'est beaucoup dépendre sur les derniers mois parce qu'il y avait énormément de missions, énormément d'appels. Et donc, eux, du coup, n'ont eu absolument aucune crainte dans le fait de dire, je vais contacter toutes les directions stratégiques du CAC 40 sur LinkedIn. C'est pas grave, je le fais, ça me coûte émotionnellement rien du tout. Toutes les femmes autour de moi, en fait, on est là et on attend un peu d'émission. On a du mal à dépasser le camp. C'était très, très proche à mon écosystème à moi. Mais du coup, moi, ma question, c'était de dire, parce que le coaching, c'est très long terme, réseauter, c'est moyen terme. Et donc, à court terme, pour éviter de recréer un gap et de redire, on va avoir une surreprésentation des hommes dans un milieu qui est déjà assez masculin, quelles sont les micro-actions qu'on pourrait avoir là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour essayer de rester présente et de rester en compétition, en tout cas compétitive, face à ce marché un peu en déclin. La première idée que j'ai, c'est podcast. On vient de le dire, c'est toi qui l'avais dit, d'essayer de se soutenir entre femmes et de créer des moyens. Un podcast, ça dure 20 minutes. C'est pas beaucoup de temps investi, mais ça peut avoir une grande résonance. D'accord. Moi, j'ai une astuce aussi que j'aime bien faire quand j'ai ce genre de blocage-là, justement. C'est que j'imagine, c'est assez bizarre, mais ça marche. J'imagine que je vais accompagner une nana qui est dans ma situation. Je vais accompagner une meuf qui est dans ma situation et je lui dirais, évidemment, alors tu contactes telle personne, tu fais ça, je le note et après je me mets en mode, ok,
Et du coup, tu vois, une fois que c'est posé, une fois que c'est écrit, ça te permet de prendre de la distance. Une fois que c'est établi, tu te fais... moi, j'adore me faire les petites tâches à cocher. Et alors, une fois que c'est établi, ok, je fais toujours mon système du Google Agenda. Ok, tel jour, je contacte tatata, tel jour tatata. Et une fois que c'est marqué, que c'est dans ton agenda, t'es obligé de le faire, tu le fais. Et ça marche, putain. Ouais, non, j'allais dire... alors, je sais pas si c'est féminin ou masculin, parce que moi, dans ce milieu conseil en stratégie, qui est une grosse partie de notre activité, je l'ai pas vu spécialement plus chez les hommes ou les femmes. J'ai pas forcément vu ça, moi, à mon niveau. Mais c'est vrai que quand il y a des ralentissements comme ça, ce qui est sûr, c'est que oui, il faut être inscrit dans un maximum de réseaux, de plateformes, parce que plus vous êtes visible, plus vous êtes inscrit, plus on pensera à vous. 2, il faut actualiser, il faut vous mettre à jour, il faut vous rendre visible, il faut dire à ces plateformes, des aides comme Wim ou comme d'autres, je suis dispo, parce qu'en plus de la data qu'on peut avoir en digital, un petit coup de fil à l'équipe, ça permet quand même que c'est un petit coup de pouce pour que vous ayez top of mind. Et puis, ça permet d'actualiser peut-être les dernières missions, ce que vous avez fait. 3, oui, il faut continuer à activer son réseau. Moi, c'est ce que je dis aux talents, c'est on va pas vous nourrir 100% du temps. Donc, en fait, vous devez continuer. Et ça, effectivement, pour moi, c'est pas que du moyen terme. Ça peut être du très court terme d'aller prendre 2-3 cafés avec d'autres personnes qui sont dans des directions stratégie, qui sont tes anciens collègues de cabinet ou de choses comme ça. Ça peut débloquer des missions très rapidement. Donc, en fait, c'est pas que du long terme, quoi. Mais c'est un très bon conseil. Voilà, fixe-toi des objectifs, un peu comme le truc de faut que j'aille voir 5 personnes à l'event. C'est, aujourd'hui, je prends mon réseau LinkedIn, je me donne un objectif, je veux contacter au moins 10 personnes pertinentes qui pourraient être potentiellement des personnes qui pourraient avoir des missions pour moi. Voilà, je me fixe cet objectif, je dois m'y tenir, je n'arrête pas ma journée tant que je n'ai pas fait ça. Parce qu'il faut se faire violence, effectivement, pour activer les gens. Et tu proposes un café, tu dis pas est-ce que tu as des missions, tu dis voilà, j'aimerais bien avoir ton avis, j'aimerais bien sur mon profil, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, j'aimerais bien travailler avec ton groupe, est-ce que tu peux me donner des conseils? Enfin, vous trouvez une manière de le faire pour vous sentir à l'aise d'aller leverager les gens. Super conseil. Et du coup, moi, j'ajoute un truc, c'est publier. Et moi, c'est mon combat. Mais en fait, quand tu publies, dis-toi que tu as déjà un réseau LinkedIn. En fait, quand tu publies, tout ton réseau se rappelle de toi. Parce qu'en fait, tu as déjà un réseau que tu as construit et maintenant, il faut le mobiliser. Et en fait, quand tu publies, tu n'as même pas besoin de contacter la personne directement. C'est juste, tu vas arriver dans ton fil d'actualité et elle va penser à toi. Et ça, c'est très important de devenir top of mind. C'est en fait, demain, il y a quelqu'un qui a un besoin. Comment tu peux faire pour être la première personne à laquelle cette personne va penser? Et du coup, se rendre visible, c'est un moyen de rester tout le temps dans la tête de tes prospects. Moi, pourquoi je publie 3-4 fois par semaine sur LinkedIn? Parce que je me dis, le jour où quelqu'un cherche une conférencière, la première personne à laquelle elle pense, c'est moi. Enfin, c'est mon objectif en tout cas. Donc voilà, publier sur LinkedIn, action court terme que tu peux faire dès aujourd'hui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ok. Merci. J'ai un petit peu l'impression que cette conférence, elle est très nécessaire, effectivement, parce qu'on s'oppose aux hommes qui créent depuis la nuit des temps des réseaux. Et nous, on est un petit peu en train de mettre ça en place. C'est chouette, on est entre femmes. Mais j'aimerais savoir si vous connaissez ou si vous avez des réseaux pour les personnes sexisées en général. C'est-à-dire accueillir les hommes trans qui sont nés à FAB et donc qui ont été éduqués dans ne te mets pas en avant, etc., comme nous, en fait. Et donc, ces personnes-là ne se sentent pas forcément légitimes, elles ont les mêmes problématiques que nous. Et donc, c'est les personnes non-binaires et trans qui peuvent notamment se retrouver dans les mêmes combats et avoir peur de frapper à vos portes parce que vous parlez principalement des femmes. Donc, est-ce qu'il y a des réseaux dans la capitale qui sont des réseaux queer business? Est-ce que ça existe? Et si ça n'existe pas, moi, je veux bien créer. Pauline, tu connais des réseaux? Hyper intéressant ce que tu dis. Je connais pas de réseau queer en particulier. Par contre, chez Lyon, du coup, on accueille à bras ouverts parce qu'on parle à toutes les... On parle des femmes parce que c'est le terme générique qui permet de parler plus facilement. Mais évidemment que c'est 1000 fois ouvert à toutes les personnes qui vivent ce genre de situation et de discrimination. 1000 fois. Et pareil, du coup, nous, la communauté Ramène ta presse, on est du coup surtout sur LinkedIn et pareil, on accueille à bras ouverts. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Ok, dans ce cas, il nous reste quelques minutes. J'aimerais vous dire à chacune, si vous aviez un seul message que vous aimeriez que justement, avec lesquels les gens repartent, parce que là, on a parlé de plein de choses, on a parlé de santé mentale, de tarifs, etc. Si vous avez un message avec lequel vous aimeriez que les gens repartent, qu'est-ce que ce serait? Du coup, Pauline, si tu veux commencer.
Non, sinon, je peux commencer. Hein. Non, je peux si tu veux. Ouais, J'en aurais deux, si je peux. Le premier, entourez-vous, vraiment. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, entourez-vous des personnes desquelles vous voulez ressembler. Et le deuxième, c'est croyez en vous et soyez fiers de vous parce que vous êtes trop forte, quoi. Enfin, c'est tout. J'allais dire croyez en vous. Parce que si vous. Enfin, c'est comme dans une soirée quand tu te sens trop belle, et ben, on vient te draguer. De la même manière, en fait, dans les réseaux. J'adore la métaphore. C'est vrai, les soirs. Enfin, plus tu dégages une confiance en toi, plus tu attires les gens. Et c'est vrai dans le monde professionnel. Plus vous avez confiance en vous, en vos compétences, que vous êtes fiers de qui vous êtes, plus vous attirerez les gens vers vous. Donc, c'est un travailler sur vous-même, sur cette confiance en soi. Demandez aux gens qui vous aiment quelles sont vos forces. Enfin, utilisez tous les leviers qui peuvent vous booster. Faites des choses qui vous nourrissent. Enfin, faites tout ce qui peut vous aider à avoir confiance en vous. Ça vous aidera professionnellement aussi. Ouais, j'aurais bien repris ces deux points-là, mais du coup, je vais dire apprenez, parce que finalement, quand on devient indépendant, on fait tout. Donc, du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est d'aller chercher de l'info quand on l'a pas, parce qu'on n'est pas forcément bonne sur chaque sujet. Et puis, un petit point aussi qui est important, c'est qu'il y ait une visibilité financière quand même. Parce que ne pas se retrouver en se disant « Ah, mais en fait, le chômage, ça dure tant de temps, et puis je vais me lancer et tout. Puis là, vous êtes comme ça parce qu'en fait, c'est plus possible. » Et vraiment, ayez cette vision, en fait, sur votre capacité à durer et à gagner vraiment de l'argent rapidement, en fait, faire du chiffre tout de suite. C'est essentiel parce que sinon, on peut être vite asphyxié. Et toi, Catherine? Moi, ça va côté impact. Donc, pourquoi vous êtes là? Quel est le rapport que vous avez avec le monde et qu'est-ce que vous pouvez apporter à la longue au monde pour être satisfait? Donc, c'est, à mon avis, le moteur qui joue, qui est très important. Si on sait pourquoi, on se lance. Super. Et du coup, moi, mon mot de la fin, c'est vraiment rendez-vous visible. Rendez-vous visible dans des événements comme ça et rendez-vous visible surtout sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien dire que les opportunités, ça vient de deux choses, de la visibilité et de la crédibilité. Et en fait, quand vous publiez sur LinkedIn, je parle de LinkedIn parce que c'est le réseau social sur lequel je forme des femmes, mais en fait, vous vous rendez visible parce que du coup, tout votre réseau est exposé à votre contenu. Et en plus, vous êtes plus crédible parce que sur LinkedIn, vous allez parler de votre expertise, de ce que vous savez, des gens que vous avez accompagnés, des conférences que vous donnez. Bref, en fait, vous faites découvrir auprès de personnes qui peuvent vous contacter demain pour des opportunités. Moi, cette conférence, je ne serai jamais là si je ne publie pas sur LinkedIn. Donc voilà, ça a changé beaucoup de choses dans mon activité d'entrepreneuse et ça a beaucoup accéléré surtout mon lancement. Donc voilà mon conseil. Merci à toutes pour cette table ronde. J'ai adoré, c'était génial. Et merci à tous d'avoir été là.